amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro, le deuxième numéro d'Éric et Michel. On va vous parler, ça le fait rire déjà. Il m'a dit fais-moi un peu moins de blagues la dernière fois, mais il rit déjà. Bah oui, tu peux pas t'en empêcher. On va parler de télévision aujourd'hui, et notamment de la façon dont le pouvoir en place va conserver sa mainmise sur France Télévisions. Ouais. Donc on va vous faire un débrief sur le sujet avant, mais je voulais qu'on commente, et comme ça que Michel nous lâche par petites bribes quelques infos utiles, parce que de l'extérieur on ne sait pas. Donc je voulais qu'on commente l'éviction du rédacteur en chef du journal télévisé de TF1, du 20h je crois. Oui, et effectivement. C'est l'occasion d'expliquer comment on fabrique, parce que moi, un rédacteur en chef de journal télévisé, un rédacteur en chef de 20h, je sais pas à quoi ça sert, je ne sais pas quel est son métier, et ce qui manque aux gens, parce que de temps en temps, je regarde les journaux de 20h, très rarement, je dois regarder 1 ou 2 par an au maximum, et je ne tiens pas jusqu'à la fin, et je me dis chaque fois... C'est dommage. C'est dur, c'est dur. Dommage. Je me dis chaque fois, mais comment on peut fabriquer autant de médiocrité? Quand je vois un 20h, je me dis, la télévision grand canot, TF1, France 2, c'est vraiment des outils pour mobiliser le temps de cerveau disponible des gens qui rentrent du travail et pour les avachir au maximum. Parce que encore, moi qui m'informe un peu, je me dis toujours, mais ils n'ont pas parlé de l'actualité. Voilà, genre le matin, qui a parlé de tout sauf d'actualité. Je te trouve quand même très dur, même si effectivement, j'irais dans ton sens en disant que la télévision est maintenant c'est de la médiocrité, mais de temps en temps, les journaux apportent des sujets qui sont, je dirais, intéressants. Et puis, je crois qu'il faut les suivre quand même, les journaux du 20h. Moi, je le regarde tous les soirs. Tu regardes quelle chaîne? Alors, malheureusement, j'étais fidèle puisque je viens du service public. Je regardais le journal de France 2, mais là, j'ai complètement décroché et je regarde celui de TF1. Car je trouve, alors ça va peut-être te surprendre, celui de TF1 un peu plus objectif, moins propagande, et souvent avec quelques sujets, je dirais, utiles. Et quand je dis des sujets utiles, c'est-à-dire qui permet aux téléspectateurs de pouvoir se dire, ben oui, j'ai un problème de pouvoir d'achat à cause des prix, certains produits sont très chers et tout ça. Il y a une volonté quand même assez grande sur TF1 à vouloir aider, je dirais, le téléspectateur et le consommateur. Donc ils font beaucoup de sujets autour de ça. Et quelquefois, ils font des sujets de fond. Alors, c'est très rare, mais ça arrive. Voilà. Donc, qui choisit les sujets? C'est ça qu'on se demande. Est-ce que c'est le rédacteur en chef, qu'on ne voit jamais, oui, alors, qui choisit les sujets du 20h? C'est le rédacteur en chef qui travaille en main dans la main avec le présentateur. Voilà comment ça se... C'est un travail à deux. Ouais, qui est complètement différent de ce qu'on peut voir chez les anglo-saxons, où globalement, alors pas totalement en Angleterre, mais surtout aux États-Unis, où le présentateur, on lui écrit même ses textes, et c'est le rédacteur en chef qui décide de tout. En fin de compte, je dirais que le présentateur ne fait que présenter... C'est une marionnette. Oui, quasiment. Un acteur. Un acteur, voilà. Alors, soit c'est une très belle femme qu'on met à l'écran, soit c'est un beau jeune homme, selon... En France aussi, on fait un peu ça. Oui, mais regarde... Julien... oui, il a une gueule. Oui, il a une gueule. Oui, oui, tout à fait. Mais regarde, Gilles Boulot, c'est pas un jeune premier. Il a fait quand même une longue carrière. Il a été quand même correspondant aux États-Unis. Il a été grand reporter. Bon, voilà. Et quand il est rentré, il a remplacé PPDA. Je dirais que c'est un peu légitime. Mais la construction, elle se fait de façon normalement, je dis bien, avec l'ensemble de la rédaction, c'est-à-dire les journalistes, le rédacteur en chef et surtout une personne qu'on oublie souvent, le responsable d'édition. Car c'est lui qui est le lien entre le rédacteur en chef et les journalistes. Et c'est lui qui est généralement en régie avec la script pour guider le présentateur.
Alors, tu vas nous décomposer tout ça. Le responsable d'édition, est-ce que c'est celui qui est, comme au courrier, ceux qui font ça, responsable du fait que le journal doit être prêt à 19h59? Tout à fait. Donc c'est lui qui s'assure que les sujets sont prêts, normalement il vérifie aussi les sujets avec le rédacteur en chef adjoint ou le rédacteur en chef. Globalement, une journée, ça se passe comme ça. T'arrives le matin. Alors très souvent, je vais vous sortir quelque chose qui est plus un secret, qui fonctionnait énormément sur France 2, c'est qu'on regardait Le Parisien. Et on regardait ce qu'il y avait dans Le Parisien. Et on se disait, ah ben ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Allez, les équipes, vous partez tourner ces sujets. Donc c'était du plagiat d'une certaine façon. Voilà. Il traitait pas et ça de la même façon que ça se fait encore quand tu vois quelques articles très intéressants que tu peux trouver souvent dans Le Parisien se retrouvent à l'écran tourné. Voilà. Donc c'est un petit peu cette façon de faire pour la télévision, parce que la télévision n'a pas le temps forcément de tout préparer. Mais quand tu as un journal sérieux, tu prépares, mais vraiment en amont. Tu as un calendrier, tu sais exactement quels vont être les déplacements du président de la République, des conférences de presse des uns et des autres, donc tu sais pertinemment que les équipes vont les tourner. C'est tourné, c'est du produit frais ou il y a un peu de surgelé, des sujets tournés deux mois avant Il y a généralement 70% de frais et 30% de ce qui a déjà été tourné. Voilà comment se construit un journal. Voilà, dans le frais, c'est du jour ou ça peut avoir été tourné la veille? Alors, c'est du jour, généralement c'est du jour, mais ça peut aussi être tourné la veille. Voilà. On est dans l'actualité. On est très attentionné à savoir qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, et puis après il y a ce qui te tombe à la dernière minute, et là il faut être très réactif. Donc tu as souvent des équipes de veille qui sont prêtes à intervenir immédiatement pour pouvoir intervenir et diffuser les reportages qui sont ceux de l'actualité qui viennent de tomber. Voilà. En moyenne, la journée commence à quelle heure pour faire l'édition de 20h? Alors, tu arrives vers 11h. 11h, on va aller vers 11h. Voilà. Et là, la rédaction a déjà planché sur des sujets. On a déjà planché. Le rédacteur en chef, normalement, arrive avec un ensemble de sujets qui propose à la rédaction et au présentateur, et là s'entame une discussion rapide, parce qu'il faut envoyer les équipes tourner. Alors comme tu le disais tout à l'heure, tu as déjà des équipes qui sont envoyées au préalable avant la conf, tourner, parce que s'il y a un événement à 8h30 ou à 9h et tu sais pertinemment que tu as cette conférence, tu envoies une équipe. Voilà, c'est un turnover constant. Oui, si c'est à Pamiers ou au fin fond des Alpes, ouais. Tu pars pas à 14h. Non, tu pars pas à 14h. Donc la construction, elle se fait comme ça. Et enfin, alors, toutes les équipes sont en tournage. Le responsable d'édition se penche pour savoir où en sont les équipes, et arrive un moment crucial. Alors ça tourne vers les 17h pour le présentateur, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Lui, il attend qu'on lui ramène les produits. Et quand il a ses produits, généralement, il a les journalistes qui sont en tournage, soit directement, soit indirectement, pour préparer ses plateaux et écrire ses plateaux. Voilà comment il fonctionne le présentateur pour se préparer à la grande messe du 20h. Dès que les équipes rentrent, elles vont tout de suite en tournage, sous l'œil du responsable d'édition et du rédacteur en chef adjoint. Là maintenant il faut faire fissa, hein, parce que tu n'as pas beaucoup de temps, il faut monter tout de suite les sujets. Logiquement, tous les sujets sont quand même vus par le rédacteur en chef, et pas tous, mais une partie par le présentateur, s'il a le temps.
parce que lui, son temps, il s'écoule entre 17, 18h, 20h, tu vois. Donc il faut qu'il écrive tout de suite ses plateaux. C'est lui qui écrit, c'est le présentateur qui écrit ce qu'il dit. Oui, tout à fait. Là, en France, le présentateur écrit ce qu'il dit. Il n'improvise que très rarement. Normalement, il a le prompteur, c'est écrit, il a des assistants qui lui donnent des informations pour pouvoir écrire ses plateaux, mais c'est lui qui l'écrit. Voilà. Est-ce que enfin, je vais poser la question comme ça. Il y a une ligne éditoriale par présentateur. Oui, bien sûr. Certains préfèrent certains sujets à d'autres. Tu ne peux pas comparer le 13h de TF1 avec le 20h. Le 13h qui est vraiment axé sur la ruralité, la province, la vie quotidienne. C'est un choix éditorial. Mais qui est en partie lié au public. C'est plus les personnes âgées, les retraités. C'est la ménagère de plus de 50 ans, comme on disait. Voilà, c'est ça le public. Et sur le 20h, on est plus sur une actualité nationale et internationale. Et on ouvre souvent, surtout à l'heure actuelle, avec une actualité internationale. Ce qui n'était pas forcément le cas sur TF1, c'était quasiment systématique sur France 2. On ouvrait avec l'international. Il y avait cette différence. Parce que TF1 a toujours privilégié le national, c'est-à-dire le français. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en France? Donc, c'était le TF1 de Bouygues, parce qu'avant c'était comme ça. Oui, le TF1 de Bouygues, bien entendu. Mais avant, il n'y avait qu'une chaîne. Donc, non, mais avant, c'était public, TF1. Oui. L'époque de Mourouzi. Oui, mais on n'en était pas là. La grande époque de Mourouzi. Oui, quand... tu l'as connu, toi? J'ai connu Yves, oui, tout à fait. Il était sympa? C'était un personnage, hein. Je me souviens d'une feria à Nîmes, puisqu'il était de là-bas, où il savait se lâcher. Oui, mais à l'époque, ça ne choquait personne. Oh là, maintenant, on ne peut plus dire grand-chose. Hein. Il faut faire très très attention à ce qu'on dit. Je pourrais conseiller une très bonne série sur Arte, qui se passe dans une chaîne de télévision britannique, anglaise, où le présentateur qui a fait l'erreur, je dis bien l'erreur d'avoir fait une blague misogyne au cours d'un mariage, mais il a été filmé et bien sûr ça s'est étendu sur les réseaux sociaux et c'est la descente aux enfers de ce présentateur vedette pour avoir fait cette blague. Bon, alors que je ne trahis pas beaucoup de secrets en disant que pour Mourouzi c'était plus particulier sans doute, mais par un Poivre d'Arvor, il a pu être misogyne pendant un certain nombre d'années. Il a été plus que ça. Et ça, bon. Je ne crois pas faire injure en disant qu'il a dû faire des blagues misogynes à une époque. Ça c'est clair, c'était même au-delà. Et malheureusement, beaucoup de gens, et surtout la profession, savaient et se taisaient. Donc on est en train de vivre une époque très particulière, puisque maintenant on est en train d'avoir le retour du balancier. Il y a eu des excès, il y a eu des comportements inadmissibles. Moi je sais qu'à France Télévisions, il y a eu il y a 3 ans au service des sports 3 licenciements pour harcèlement et comportements sexistes. Donc voilà. Alors après, c'est tellement difficile d'établir aussi, si tu n'as pas des preuves tangibles de ces comportements, c'est compliqué. Regarde ce qui arrive au rédacteur en chef du 20h de TF1. Visiblement, donc ce qui s'est passé, en plus on ne va pas citer son nom, puis on ne va pas fabuler sur ce qu'on ne sait pas, mais visiblement il y a eu des comportements qui ont été jugés gênant dans une fête de boulot, je crois. Mais voilà, de collègues, entre collègues. Bon. C'était pas organisé directement par TF1, semble-t-il. Et donc on lui a dit, vu ta façon de te comporter dans les fêtes, tu peux plus être rédacteur en chef, ce qui est quand même extravagant. Enfin, on a changé de monde. Ah non, changé de monde. Maintenant, la moindre blague, la moindre allusion. Moi, j'ai presque 35 ans de carrière dans le service public, ce qui n'est pas rien. Je vais pouvoir
le dire quand j'étais à France Info, télévision. Un matin, j'arrive pour avoir la matière pour pouvoir faire le journal. Je me retrouve avec la rédactrice en chef, on n'a rien. On n'a rien. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, dans le fonctionnement, quand tu récupères les images, ce sont ce qu'on appelle les EVT, c'est un service de récupération de toutes les images nationales et internationales. Voilà. C'est un énorme service qui... donc, je les appelle pour pouvoir avoir les images pour faire le journal du matin, et je tombe sur une jeune fille que je ne connaissais pas, et elle me dit, on n'a rien tourné. Et là, ce qui est gênant. Ce qui est complètement gênant, qui pose quand même un petit problème pour construire un journal. Donc, qu'est-ce que je fais? Je monte un petit peu le ton. Je lui dis, c'est quand même pas admissible, les mails ont été envoyés et tout. Bon, on a réussi à se débrouiller comme on pouvait pour faire le journal. Et quelques heures après, j'ai son chef qui m'appelle. Michel, elle est en larmes. Exactement. Elle est traumatisée. Voilà. Tu lui as mal parlé. C'est du harcèlement moral. Voilà. Oh là. J'ai dit, mais là, on est en train de basculer dans un autre monde. J'ai été convoqué par sa chef et tout. Bon. J'ai suffisamment d'expérience et de pouvoir amener quand même des preuves de l'incompétence. Parce que là, c'était vraiment de l'incompétence. Que ça s'est atténué, mais pour l'instant on privilégie quand même tous ces comportements qui pourraient être dérangeants à la compétence des personnes. Donc on a de plus en plus de personnes incompétentes qui sont à des postes importants parce que ils sont soumis. Voilà. Et si tu dis un mot plus haut que l'autre, qu'est-ce que tu as? Des sanctions. Mais Michel, nous sommes vendredi, alors je fais une trêve de... Non, jeudi. Sauf que c'est diffusé vendredi. Ah merde, excuse-moi. Mais comment il nous fait croire qu'il a fait de la télé. Je suis en direct là, moi. Nous sommes vendredi et j'ai décidé de faire une trêve de méchanceté. Voilà. Ouais. Donc je ne dirais pas... J'ai décidé aujourd'hui de ne pas dire qu'il y avait des gens feignants dans ce pays ou incompétents. Non, mais il y en a de plus en plus, malheureusement. C'est moi qui le dis, hein, là. J'assume. Dans la pratique, quand même, pour en finir avec cette histoire du journal, est-ce que, à ta connaissance, il y a une censure directe ou indirecte qui s'exerce? C'est-à-dire, est-ce que le journaliste lui-même, le présentateur ou le rédacteur en chef dit « Non, mais tel sujet, on ne va pas en parler ». Tel sujet, aujourd'hui on ne peut pas en parler, ou il a prévu un sujet, et puis il y a « Ah non, mais vous me passez surtout pas ça parce que c'est impossible ». Est-ce que je peux commencer par une anecdote assez intéressante? Toutes les anecdotes que tu veux, c'est pour ça que tu es là. À l'époque, quand j'étais au service politique, sous Mitterrand, quand Édith Cresson a été choisie comme première ministre, nommée comme première ministre, ça a été un emballement, un embrasement. Partout où elle passait, il y avait des manifestations. Et je suis avec Catala, qui était à l'époque ministre des Affaires sociales, à l'inauguration d'une maison de retraite à Épinal. Ce qui est quand même pas forcément très... Moi, je mets ça aux 20h. Une maison de retraite à Épinal, c'est le 20h national. Oui. Bon. Étant donné que je suivais tous les ministres, j'avais cette mission de suivre Catala. Et il y avait des manifestations des infirmières et des médecins. Et moi, je suis avec la presse. Et là, il y a un médecin, pendant que le ministre faisait son inauguration et son discours d'inauguration, un médecin qui vient me parler. Bon. Et je lui dis, excusez-moi, on se verra tout à l'heure quand le ministre aura fini, il s'en va. Mais le ministre n'a pas eu le temps de finir son discours. Les infirmières ont envahi la salle avec quelques médecins et tout. Et Catala m'a reproché d'avoir tout manigancé. Parce qu'il m'avait vu parler avec le médecin. J'ai promis de ne pas faire trop de blagues. Mais enfin, quand je te vois, je me dis ça, il doit faire un complot. Ah bah oui, voilà. Donc le complotisme, ce n'est pas d'aujourd'hui. Alors, je devais déjeuner à sa table.
je me suis retrouvé à manger avec les gendarmes. Oui, tu étais puni. Oui. Puni KGB. Et j'ai dit à un moment donné, alors juste une petite chose, c'est que quand il y a eu les manifestations et tout ça, j'ai dit à mon caméraman, bien sûr, de tourner l'arrivée des infirmières et tout ça. Et ça lui a pas plu, qu'on tourne les images. Et ensuite, je l'ai attrapé après le déjeuner pour qu'il parte. Et je me souviens plus ce qu'il m'avait dit. Il avait ouvert sa fenêtre, mais presque une insulte. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'avais une matière... Tout le temps des perches pour que je rebondisse sur de mauvais jeux de mots. J'avais une matière toute faite. Je monte le sujet, bien sûr en commençant par l'insulte qu'il fait. Tu avais filmé l'insulte? Bien sûr. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon rédacteur en chef, j'étais jeune journaliste à l'époque, j'ai mon rédacteur en chef, il me dit on vient d'avoir Matignon, ils veulent pas qu'on passe le sujet. Et mon rédacteur en chef, je lui dis, mais quoi, on passe quand même? Il me fait bien sûr. Donc à l'époque, on pouvait se permettre. Et on l'a passé. Et on l'a passé. Le lendemain, je devais suivre le ministre du Commerce. Et je ne sais plus, ça devait être à Nancy ou à Metz. Et t'es vraiment abonné à la Lorraine. Là, j'étais vraiment dans l'Est. C'est réjouissant. Oui. Je sais pas, les ministres avaient envie d'aller là-bas. Et là, j'ai le préfet qui m'appelle pour me dire pas d'esclandre hein, aujourd'hui. Hein. Après, j'ai l'attaché de presse du ministre qui m'appelle en me disant vous faites une interview du ministre? Et moi, je lui dis bien sûr, mais je voudrais le faire dans une cordonnerie. Mais j'ai sorti ça comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont trouvé une cordonnerie, j'ai fait ils ont monté une cordonnerie avec J'ai fait l'interview dans la cordonnerie. Voilà. Donc, quand tu me parles qu'effectivement... Parce que c'est très politique le 20h. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Être objectif, c'est très compliqué. Même quand on veut l'être, c'est assez compliqué. Effectivement, il y a une ligne éditoriale. Et cette ligne éditoriale, tu la suis. Après, ça mène des débats au sein de la rédaction. Moi, j'ai eu beaucoup de débats. Il y a de vrais débats dans les rédactions? Quand il y a une vraie rédaction, oui. Maintenant, il n'y en a quasiment plus. Ça veut dire quoi qu'il n'y a plus de vraie rédaction? Mais c'est-à-dire qu'on a formaté tellement maintenant les journalistes, et c'est ça qui m'inquiète, et les écoles de journalisme sont encore de plus en plus, je dirais, touchées quand on voit qu'il y a des gros groupes qui sont en train de s'emparer d'écoles de journalisme. Il y a de quoi s'inquiéter. C'est-à-dire qu'on les oriente. On essaye petit à petit de les amener à soi-disant penser par eux-mêmes, mais en réalité, ils ne font que suivre la ligne. C'est des machines à produire un certain type d'information. Tout à fait. À produire du mainstream. Et donc, exactement. Et donc, on n'a plus de controverse. C'est ça qui m'inquiète. Une époque où il y avait des débats dans les rédactions. Ah bah oui, même à se taper dessus. Et quel est le poids d'un journaliste, j'allais dire Pinot simple flic, face au rédacteur en chef et face à l'animateur dans ce genre de cas? C'est son sujet. Donc c'est lui. Le débat, c'est entre celui qui fait le sujet et celui qui doit le diffuser. Voilà. Je veux dire, il y a le débat. Et souvent, le rédac chef s'incline. Puisque normalement, c'est quand même celui qui est sur le terrain, c'est celui qui a vu, qui a entendu, qui est le plus à même à décider de l'orientation qu'il va donner dans son sujet. Ça veut dire que le journaliste, quand il fait son sujet, il consulte le rédac chef avant de le faire? Pas forcément. Mais c'est après, le rédac chef voit le sujet, il dit non mais ça, tu peux pas dire ça comme ça. Ah ben voilà, ça c'est... Alors moi je peux... Il y a prescription, mais il y a encore quelques années à France 2, c'était démoniaque. Tu avais des rédacteurs en chef, et moi j'ai vu des grands journalistes et des grandes plumes se retrouver en montage, en pleurs, parce que le rédacteur en chef arrivait un quart d'heure avant même 10 minutes avant la diffusion du 20h de France 2, en disant non, ton sujet il est nul, tu refais tout, tu remontes tout et tu fais ça en 10 minutes. Mais tu remontes tout. Quand il disait c'était nul,
la raison pour laquelle il disait c'était nul, c'est parce que c'était nul ou parce que il y avait politiquement c'était pas opportun. Il y avait parce que c'était pas. Ça peut arriver qu'on fasse un truc nul. Oui, mais là, c'était beaucoup de journalistes qui étaient, qui se retrouvaient dans cette situation. Tu avais effectivement un rédacteur en chef qui faisait régner la terreur. Donc, il y a eu un moment donné, c'est les monteurs qui ont fait grève, qui ont dit maintenant, on arrête les conneries. On ne peut pas refaire faire des sujets à 5 minutes ou 10 minutes de l'antenne. Voilà. Donc il y a eu des moments très compliqués. Est-ce que ce rédacteur en chef qui faisait régner la terreur, il avait une ligne politique qui télescopait les journalistes? Tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour cette raison qu'il y avait des débats assez houleux. Qui choisit le rédacteur en chef? Les directeurs. Il y en a plusieurs. Et parce qu'il y a le directeur d'antenne. Non, alors les directeurs d'antenne, c'est un peu différent, mais là, les rédacteurs en chef sont choisis par le directeur de l'information. Tu as un directeur de l'information qui est nommé, alors c'est pour France Télévisions, qui est nommé par la présidente. Et voilà. Donc là, on est dans la colonne vertébrale de la machine qui utilise le temps de cerveau disponible. Bien sûr. Et maintenant, et dans le contexte actuel, tu as intérêt à faire très attention à ce que tu écris et à ce que tu dis. Parce que l'interprétation, les mots ont une telle portée que tu risques ta peau. Hein. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, la pensée n'est plus libre. Mais quel genre de conneries tu peux faire où on te dit, écoute toi, t'es un mauvais rédacteur en chef, tu fais des conneries. Alors on passe l'exemple de TF1 qu'on évoquait, mais sur quel genre de sujet un rédacteur en chef peut tomber? Sur un sujet qui pourrait être considéré comme homophobe, un sujet qui serait considéré, pas dans la doxa actuelle, que ça soit par exemple un sujet qu'on va considérer comme étant pro-russe, un sujet qui sera considéré comme étant pro-palestinien, voilà où on en est quand même. On n'est plus dans le débat d'idées. Moi, j'accepte que l'on puisse ne pas être d'accord avec moi, si on amène bien sûr les arguments, et que moi je défendrai les arguments des uns et des autres. Mais je prends l'exemple, un sujet pro-russe, on va pas une caricature. Qui peut dire comment ça se fait qu'à un moment donné, le rédacteur en chef se fait sonner les cloches parce qu'on a dit tel truc plutôt que tel autre? C'est le directeur d'antenne, le directeur de l'information, c'est le patron de la chaîne, c'est le gouvernement, c'est des courriers d'auditeurs qui disent c'est scandaleux, c'est immonde. Tu as un peu donné tout le panel. Généralement, si c'est quelque chose d'assez grave, tu peux recevoir effectivement, la présidente peut recevoir un coup de fil venant de politique. Matignon, l'Élysée, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Complètement. Ça a été quand même, ou bien le service de communication, ce qui a été le cas récemment au Salon de l'Agriculture, où Macron a été interrogé par une équipe de CNews sur C8. Le journaliste qui a posé la question, il s'est fait engueuler par le service de la communication. Donc voilà, il y a des questions qu'il ne faut pas poser. Moi je sais que j'avais souvent, je posais des questions qu'il ne fallait pas poser. Mais c'est ça le journalisme. Comment tu réagissais face aux pressions qui s'en suivaient? Sincèrement, je m'en foutais. C'est pas quelque chose moi qui m'a perturbé dans ma carrière, mais je pense qu'on n'était pas dans l'époque non plus dans laquelle on est en train d'arriver. Je ne sais pas comment je réagirais maintenant avec de telles situations qui sont quand même très compliquées à gérer. Donc voilà, ça, je crois que maintenant on est en train d'un côté, avec les extrêmes, avec la passion, la doxa, c'est difficile de faire sortir la vérité, de faire sortir quelque chose qui soit... La passion, la doxa de qui? Des politiques.
des politiques. On est tenu quand même par ce contexte politique. Et il y a un vrai changement qui est en train de se faire quand même en France. On a toujours eu des journaux et une télévision quasiment de gauche. Là, on est en train de voir émerger une vraie télévision qu'on peut considérer de droite et de conservatrice. Tu penses à CNews? CNews, bien sûr. Et ça gêne. Alors, elle n'aurait pas le droit d'exister. Tu vois, moi, c'est ça que... Alors, c'est pas forcément ce que moi je regarde, même si je regarde tout, parce que je suis un bouffeur de télévision par rapport à ça, parce que j'aime bien voir l'ensemble. Mais la gauche aurait le privilège de tenir les médias? Ben non. Je pense qu'on peut avoir en France un débat sur l'ensemble des supports médiatiques. C'est important, c'est primordial pour la démocratie. Et je pense que notre démocratie est en danger. Tout ça nous amène à parler de la campagne pour le remplacement de Delphine Ernotte, oui, qui va terminer son mandat au mois de juin, de mémoire. Alors, non, il est terminé son mandat. Il s'est terminé au 1er janvier. Elle doit partir là dans très peu de temps, dans les semaines qui viennent. Mais l'élection du prochain président ou présidente se fera qu'en mai. Alors c'était en juillet ou en mai, il y a eu un décalage à cause du Covid. Parce qu'il y a 4 ans, il a fallu décaler l'élection qui était prévue normalement en mars, mais c'était en plein Covid, donc elle a été décalée au mois de juillet parce qu'il n'était pas question de faire une élection en visioconférence. Mais oui. Tu avais été candidat à cette époque. J'ai été candidat, donc c'est pour cette raison que c'était en juillet qu'on a pu défendre devant le CSA, qui est devenu l'ARCOM, nos dossiers. Voilà. Alors donc on souligne que tu nous as assez clairement, je trouve, dit l'enjeu politique qu'il y a, c'est-à-dire qu'avoir un patron d'antenne qui n'est pas politiquement fiable, ça peut être dévastateur le jour J. Ah oui, j'ai beaucoup de craintes. On peut se poser la question de comment les choses vont se dérouler pour le service public. Parce que Emmanuel Macron, depuis qu'il a été élu, avait l'intention de créer une holding des services publics. Il n'a pas pu le faire, à cause de tous les problèmes qu'il y a eu entre les gilets jaunes, le Covid et tout ça. C'est quelque chose, la guerre et tout ça, c'est pas venu une priorité. Finalement, il veut le faire pour des raisons d'économie et de rationalisation de l'organisation. Oui, c'est ça. Parce que ça coûte très cher. C'est combien? C'est 2 milliards le budget? Oui, à peu près, oui. Oui, ça coûte cher. Ça coûte cher, mais après, c'est de savoir comment tu l'utilises et qu'est-ce que tu en fais. C'est toujours pareil. Hein. Là, il y a un scandale qui est en train de se faire qui s'est fait sur les frais, les notes de frais du service public à Cannes. Bon, je ne te donnerai pas le montant, mais il était quand même assez énorme, alors qu'on emmerde quelques journalistes pour 10 €. Bon. Voilà. Et en plus avec de l'argent public, ça, c'est toujours pareil. Hein, c'est bon. Oui, on parlait donc de. C'est un enjeu stratégique. C'est un enjeu stratégique. Il y a ce projet de fusion des chaînes, en tout cas de rationalisation de l'ensemble, que Macron n'a pas pu mener à bien, mais il pense que ça peut faire gagner de l'argent. Et donc le prochain président de France Télévisions sera. Alors, ce n'est pas encore fait parce qu'il faut passer la loi. Donc, la ministre de la Culture, Rachida Dati, veut arriver à passer cette loi, la présenter à l'Assemblée au mois de mai. Est-ce que ça sera une priorité? Est-ce qu'on aura toujours le même gouvernement? Donc, pour l'instant, c'est très très compliqué de savoir si ce changement pourra se faire. En tout cas, mais il y aura un président de France Télévisions. Oui, alors. Ou une présidente. Ce qu'ils sont en train de viser, parce que c'est très opaque, même sur le site de l'ARCOM, il n'y a pas encore l'appel à candidature. Ce qui est quand même assez surprenant. Alors, moi, j'ai une explication que j'ai glanée quelque part, c'est que le problème, c'est qu'il y a déjà des candidats, oui, et que l'ARCOM ne souhaite pouvoir ne pas divulguer un certain nombre de noms. Mais alors, ça c'est c'est ce qui se dit, mais c'est pas parce que normalement la candidature, elle se fait
à travers le site de l'Arcom, mais elle reste confidentielle. Si tu demandes à que ça ne soit pas publié, voilà. Mais normalement, l'appel doit se faire sur le site. J'ai été regarder encore tout à l'heure, il n'y a pas d'appel. C'est très opaque, ça reste très secret, parce que si la loi ne passe pas, il va falloir quand même avoir un président de France Télévisions. Donc j'imagine qu'il faut qu'on choisisse une présidente ou un président à France Télévisions qui pourrait rapidement devenir le président de cette holding par un tour de passe-passe. Si la loi arrive à un moment donné à passer. Toi, tu penses qu'il ne referait pas un appel à candidature pour... Ben non, parce que ça serait une nomination du conseil d'administration de cette holding. D'accord, d'accord. Donc c'est très très compliqué. Alors c'est pour cette raison que Delphine Ernotte, la présidente actuelle de France Télévisions, a dit « Moi je suis partante pour un 3e mandat ». Ce qu'elle ne peut pas faire, mais elle pourrait le faire en temps... permuter, en disant « c'est plus le même mandat », donc exactement. On repart à zéro. Voilà. Donc c'est... Est-ce que tu penses qu'elle a une chance? Politiquement, elle est fiable. Pour Macron, si on a... Elle est fiable. Elle est considérée comme étant de gauche. Oui, mais elle est surtout très docile. Oui. Non, mais si on admet l'idée que la télé n'est pas faite pour éduquer les masses, mais pour tenir l'opinion, elle fait le job. Oui, mais moi c'est ça qui me navre, et j'en parlais avec une de mes amies qui a été candidate il y a 4 ans aussi. On est consterné, parce qu'une nouvelle fois, ça ne sera pas la compétence qui va encore prévaloir. Ça va être encore comment protéger le président de la République sur les 2 ans qu'il lui reste à faire. C'est quoi la compétence? La compétence. La compétence, c'est quoi un président ou une présidente compétente à la tête de France Télévisions? Alors, c'est une gestion des finances publiques. C'est être capable de pouvoir faire un choix éditorial et de programme pour les chaînes du service public. C'est de pouvoir innover, c'est de pouvoir apporter quelque chose de nouveau, comme moi je l'avais proposé pour aller chercher les jeunes. Et aller chercher les jeunes, c'est de leur proposer des choses qui leur correspondent, ce que le service public et la télévision ne fait pas. Donc il y a toute une compétence qui est nécessaire pour pouvoir avoir ce poste. Il faut avoir de l'imagination, il faut s'entourer. Delphine Ernotte, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle s'est entourée? Elle s'est entourée de personnes que TF1 n'avait pas gardées. Donc si tu veux, il faut aller chercher des gens qui ont de nouvelles idées, qui ont envie de pouvoir porter autre chose qui est en train de se faire sur le service public, qui est totalement appauvri. Oui, mais parce que toi, au fond, tu accordes au service public, enfin tu imagines pour le service public d'autres missions ou d'autres objectifs que tenir l'opinion pour le compte du pouvoir. Bah bien sûr. Mais sauf que la machine, elle fonctionne pas comme ça. Bah oui, c'est ce qui me nave. Aujourd'hui, ce qu'on te dit, c'est on fait de la bouillie pour les petits cochons. Bah oui. Ils regardent ça, ils sont contents, ils se posent pas de questions. Moi, je voudrais avoir une télévision publique qui éduque. Je voudrais avoir une télévision publique où tu apprends, comme on a eu dans le passé. Ah, la télévision scolaire. Eh oui. Les émissions mais j'ai appris beaucoup de choses à travers la télévision. Donc ça me navre de voir la pauvreté. On n'a jamais eu autant de chaînes et on n'a jamais eu autant de médiocrité, de pauvreté en ce qui concerne les diffusions. Il y a un moment donné, on a le droit de se poser des questions. Mais bon, on est dans un monde de médiocrité, d'avachi et d'incompétence. Alors... il faudrait peut-être essayer maintenant de relever ça. Voilà. Ce qui m'intéresserait, pour le coup, c'est que tu nous expliques la semaine prochaine comment on fabrique une grille de programme. Parce que alors, je sais qu'il y a beaucoup de débats. En même temps, si tu me permets d'être un peu taquin, par exemple, les débats politiques, il n'y en a plus, en partie parce que ça fait un bide d'audience chaque fois. Et que tu as une course à l'audience. Moi, je pense que l'audience, c'est la mort de l'intelligence humaine. Ah bah complètement. Il y a plein de gens qui disent c'est très regardé, donc c'est très bien. Ou c'est pas beaucoup regardé, donc c'est nul. Hanouna qui a fait pour sa première sur les box, donc sur YouTube, il a fait, et puis sa dernière émission, il a presque fait 3 millions. 3 millions de téléspectateurs. Donc moi, je pense que c'est un peu la mort de la machine, ça, mais parce que plus on veut toucher de gens, moins on doit mettre de contenu.
Ben oui. Malheureusement. Oui, complètement. Et quand même le problème, j'entends bien ce que tu dis sur on n'apprend plus, il n'y a plus d'émissions culturelles pour aller vite ou pédagogiques. En même temps, si tu présentes en prime time, comme on dit, une émission qui a un peu d'ambition intellectuelle, et que tu es concurrencé par un jeu où tu gagnes des millions, c'est sûr, oui. Tu vas faire un bid. Je suis d'accord, mais alors, c'est pas parce qu'on fait un bid qu'on ne doit pas diffuser des choses intelligentes. Attends. Le Courrier, là-dessus, a une doctrine particulièrement carrée qui est, nous, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est faire notre devoir intellectuel. Mais moi, je pense qu'il y a des gens très intelligents, des gens qui ont envie de se cultiver. Il y a encore des gens qui ont envie d'apprendre. Donc, si on leur donne plus rien, qu'est-ce que ça va être? Non, mais on est bien d'accord. Qu'est-ce que ça va être? C'est un peu notre chance qu'ils viennent sur la chaîne du Courrier s'ils veulent réfléchir, ils vont sur la chaîne du Courrier. Mais reconnais que c'est aussi le problème des Français contemporains, parce que je vois bien dire à Macron, tout ça c'est des méchants, etc. Tu as aussi un sujet, c'est que quand tu fais une émission avec une ambition intellectuelle, au sens large, ouais. tu fais un bide. Oui, oui. Les gens se disent, donnez-moi plutôt de la merde en boîte, je trouve ça plus marrant que quelque chose qui va m'éduquer. C'est aussi un problème. Bien sûr, mais c'est un vrai problème. C'est comme on préfère manger des mauvais plats que de manger des bons plats. Moi, je vois plein de gens, je vais quand même faire, même si on est vendredi, et je vais quand même faire ma mauvaise tête, parce que je ne veux pas décevoir ceux qui viennent sur la chaîne pour dire Éric Varag est insupportable, mais moi je vois plein de gens qui sortent de chez Lidl avec du poulet chloré ukrainien et qui disent je suis pour l'agriculture française traditionnelle. Elle dit écoute, commence déjà par acheter des produits français. Je suis d'accord, mais après c'est question aussi de pouvoir d'achat, c'est une question d'avoir ce que tu as dans ton porte-monnaie, ce que tu peux acheter. Malheureusement, la qualité se paye. Tant qu'on n'arrivera pas à avoir une qualité. Autant c'est vrai à Paris, centre, parce que pour trouver un produit qui vient de la ferme à Paris, oui, c'est plus compliqué. C'est bonbon, ça coûte bonbon. Ouais. Autant, tu es à la campagne, je suis désolé, moi je vois dans mon Abbeville, dans mon coin d'Abbeville, si on veut trouver des produits locaux, les gens, ils ont tous une voiture. Moi, j'ai pas le permis, donc ça me handicape, mais ils ont tous une voiture. Ils prennent la voiture et ils vont chez le producteur bien du sûr, coin. Bien sûr. Mais souvent, ils le font pas parce que c'est plus simple d'aller Lidl, Super U, etc. Mais je suis pour l'agriculture française. Ça existe aussi. Oui, mais complètement. Je pense que. Mais c'est pour ça que je te parlais d'éducation. Si on n'éduque pas dans ce sens-là. C'est sûr que les gens n'iront pas chercher ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de meilleur. C'est tout un problème. Moi, c'est ce que j'apprends à mes étudiants quand je les vois manger. En fin de compte, ils ne mangent que des produits transformés. Et même, je leur pose la question, est-ce que le soir vous faites la cuisine? Non, on préfère aller rapidement sur son ordinateur que de passer un peu de temps à faire de la cuisine et à manger bien. Mais bon, c'est une société dans laquelle malheureusement on va se faire engueuler. J'ai envie de dire, mais non, mais il y a aussi des gens qui. Donc je dis pour Abbeville, donc ne manquez pas le marché le jeudi matin. Il y a d'excellents produits de locaux et ne manquez pas le marché du samedi matin. Il y a les producteurs de légumes locaux avec des légumes extraordinaires. Il y a le marchand de fraises, tout le monde le connaît, qui fait des fraises extraordinaires, des fraises locales. Les bonnes fraises. Eric, c'est notre Berghoff. Oui, je vais faire une émission culinaire. Mais là, voilà, je dis ça parce que je vois plein de gens qui vont acheter dans ces. Donc je ne dis pas que tout le monde boude les producteurs locaux, circuits courts, etc. Mais ça existe. Et au passage, donc. Toujours à Abbeville, comme ça je montre que je souligne. Évidemment, allez manger dans Abbeville, dans les bonnes tables d'Abbeville, il y en a. Et n'oubliez pas le saltimbanque qui se trouve à Hoët, sur les hauts de la Somme. C'est bien, on peut faire de la publicité. C'est magnifique. Et il ne fait que du circuit court. Si vous voulez manger du melon picard, vous allez au saltimbanque l'été. Voilà. C'était pour ça, pour dire, on ne pense pas que tout le monde est comme ça. Il y a évidemment. Non, heureusement. Sinon, je fais engueuler. Mais oui, mais tu comprends que moi, ce que je trouve terrible, c'est que tu pointes du doigt et tu dénonces à juste titre cette espèce de, je vais l'appeler l'homo normatus, l'homme normé, qu'on trouve dans le service public. Ça, je peux pas dire parce que ça va choquer. On peut plus dire c'est un nain parce que on doit dire personne de petite taille. Voilà. Et on pouvait se dire Internet était un espace
de liberté, spécialement chez nous, sur le public du courrier, qui est plutôt dissident et qui ne se reconnaît pas dans cette culture. Moi, ce que je vois et ce que je trouve terrible, c'est que, et de mon point de vue, ça a été une opération d'infiltration cognitive, je le vois dans les commentaires, notamment après ma vidéo avec Thierry Messant. Il y a une bien-pensance aussi dans la dissidence, et il y a aussi chez nous, c'est pas que chez les autres, hein, même chez ceux qui disent ah bah les woke, les blablabla, il y a ah mais ça vous avez dit c'est choquant, ah mais ça il faut pas le dire, c'est une insulte, etc. Et la même connerie qu'on voit sur les services publics, on la retrouve aussi, et je le dis, c'est pas tout le monde, je le redis, il y a 2% de gens qui commentent, il y a 1% de commentaires négatifs, mais parmi eux, il y a des gens qui au fond, nous demande de faire la même chose que ce qu'ils condamnent dans le service public et que tu as très bien décrit. La semaine prochaine, on parle de grille de programme. Eh oui, Eric, sans problème. À bientôt. À bientôt. Merci.